Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons parler de l'analyse de l'incipit du dernier jour d'un condamné, le roman à thèse écrit par Victor Hugo. Nous commencerons par une lecture magistrale. Alors je vais lire le texte, vous ferez attention à la lecture. Quand j'aurai terminé, vous allez relire le texte une ou deux fois. Donc vous mettrez la vidéo en pause, vous relirez le texte et puis vous la reprendrez. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Bien, maintenant que nous avons fini la lecture, passons à poser quelques questions. La première question, qui parle dans le texte? La réponse, c'est le condamné à mort. Donc c'est un condamné à mort qui parle dans le texte. Bien sûr, on ne sait pas son nom, on peut le désigner seulement par le mot condamné. À qui parle-t-il? Alors à qui s'adresse ce condamné? À lui-même. Hein, il est seul, il n'y a personne avec lui, il s'adresse à lui-même. Où se trouve-t-il? Dans un cachot, dans une cellule. Alors le condamné se trouve à Bicêtre, hein, le nom de la prison, et si on veut préciser, il se trouve dans un cachot, bien dans une cellule. De quoi parle-t-il? Alors quel est le sujet de ce texte? De quoi parle le condamné dans ce texte? Il parle de son passé et son présent. Alors il fait une comparaison entre son passé et son présent, mais il parle surtout de ses souffrances. Quel est le pronom utilisé par le narrateur? Alors, celui qui raconte dans le texte. Quel pronom utilise-t-il? Je ou bien moi? Donc, il utilise la première personne de singulier. Ce pronom renvoie-t-il à l'auteur? Alors, on a dit, c'est le narrateur qui parle, il utilise le pronom je. Donc, le pronom je, est-ce qu'il renvoie à l'auteur, à l'écrivain, Victor Hugo? La réponse, non. Il renvoie au narrateur seulement, qui est lui-même le personnage principal. Alors ici, on doit faire attention. Le narrateur, c'est lui-même le personnage principal, mais ce n'est pas l'écrivain. S'agit-il donc d'un roman autobiographique? Alors, est-ce que le genre de cette œuvre est un roman autobiographique? La réponse, non, c'est un roman à thèse. Alors ici, on doit faire attention. Nous avons le narrateur égale le personnage principal, qui est exprimé par le pronom je, mais ce n'est pas lui-même l'auteur.
Alors, il ne s'agit pas d'un roman autobiographique comme le cas de La boîte à merveilles. Ici, nous avons un roman à thèse. Pourquoi roman à thèse? Parce que l'écrivain Victor Hugo essaye ici de convaincre le lecteur, hein, de qu'il faut arrêter ou bien annuler la peine de mort. Ici, il y a une thèse défendue par l'écrivain. C'est pourquoi on dit c'est un roman à thèse. Bien sûr, la thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. Ça veut dire il faut annuler ou bien arrêter, supprimer la peine de mort. Bien sûr, on peut dire la peine de mort ou bien la peine capitale. C'est tout à fait la même chose. Donc, je répète, ce n'est pas un roman autobiographique, tout simplement parce que l'écrivain est tout à fait différent du narrateur et du personnage principal. On sait bien sûr que Victor Hugo n'a jamais été condamné à mort. Bien. Alors, dans le texte, on peut dire qu'il y a deux parties différentes, ou bien le narrateur parle de deux parties différentes de sa vie. C'est le passé et le présent. Alors, pour désigner le passé, il utilise l'adverbe de temps autrefois. Bien sûr, l'adverbe autrefois, on l'utilise généralement pour parler d'une époque très ancienne. Mais dans le texte, on remarque que le narrateur utilise l'adverbe autrefois pour raconter des événements qui remontent seulement à 5 semaines. Avant 5 semaines, ça veut dire ce n'est pas très ancien, et malgré ça, il utilise autrefois. Alors ici, on peut dire, pourquoi il utilise cet adverbe de temps? C'est tout simplement parce qu'il est en train de vivre une situation très très difficile. Il vit dans la souffrance à cause de sa condamnation à mort. Et quand on est dans une situation très difficile, quand on est en train de souffrir, on a l'impression que le temps passe très très lentement. Hein. Vous pouvez repenser à quelques activités que vous n'aimez pas faire, mais que vous vous trouvez obligé de faire. Un certain travail, par exemple, une certaine matière que vous n'aimez pas. Hein. Vous remarquez bien sûr que le temps passe très lentement. Et comme ça, on a l'impression que une heure passe comme plusieurs heures. Le narrateur lui-même dans le texte l'explique. Il dit car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Hein. Pourquoi les semaines sont pour lui des années? Tout simplement parce qu'il est en train de souffrir. Alors imaginez la situation de quelqu'un qui est condamné à mort et qui va être exécuté dans quelques heures ou bien quelques jours. Hein. Bien. Alors, pour parler de ce passé, il dit que l'esprit était jeune et riche. Il avait beaucoup d'idées. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors ici, le narrateur insiste sur une idée très importante, c'est qu'il avait beaucoup d'idées. Alors le premier élément, c'est le nombre d'idées qu'il avait. Il avait beaucoup d'idées. Alors c'était quoi ces idées? Nous avons par exemple des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et bien d'autres idées. Alors, il y a beaucoup d'idées, mais on doit faire attention aussi aux qualificatifs utilisés par le narrateur pour qualifier ces idées. Hein. Nous avons par exemple jeune, splendide, gagné, plein. Hein. Ici, nous avons des adjectifs qui ont une valeur positive. Ce sont des adjectifs pour faire une description valorisante des idées du passé. Alors il dit aussi, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Alors ce qui était à l'origine de ce bonheur de l'écrivain, du narrateur, du condamné, c'est qu'il était libre et qu'il pouvait penser à ce qu'il voulait. Hein. Donc c'est un passé très heureux. Donc pour la première partie de sa vie, avant la condamnation, c'est un passé qui est très heureux, qui est qualifié avec des qualificatifs très positifs. Passons à la deuxième partie, le présent. Alors pour parler du présent, il utilise l'adverbe maintenant. Alors maintenant, il dit « Je suis captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée ». Alors déjà,
nous avons ici un élément très important, c'est le mot une. Il y a une idée seulement. Par contre, dans le passé, il avait beaucoup d'idées. Maintenant, il a seulement une seule idée. Et son corps, physiquement, il est dans une prison, et son esprit aussi est en une prison. Quelle prison? C'est la seule idée qu'il a, c'est qu'il est condamné à mort. Alors, comment il décrit cette idée? Il dit qu'elle est horrible, sanglante, implacable, infernale, seule, jalouse, et bien d'autres adjectifs. Bien. Alors, si on fait attention à ces adjectifs, on trouve qu'ils ont une valeur négative. Hein. Par contre, dans la première partie, nous avons jeune, splendide, gagné, plein, c'est quelque chose de positif. Et maintenant, nous avons horrible, sanglante, jalouse, implacable, etc. C'est tout à fait négatif. Elle est présente partout dans le cachot. Cette idée de la mort, que le personnage est condamné à mort, cette idée est présente partout dans le cachot. Là où il voit, il trouve cette idée. Elle est présente dans le monde réel et dans le rêve. Alors cette idée qu'il est condamné à mort, il ne la trouve pas seulement dans la vie réelle, autour de lui dans son cachot, cette idée le poursuit même dans ses rêves, comme il a dit dans le texte. Donc c'est un présent qui est malheureux. Alors nous avons deux parties différentes, le présent qui est malheureux et le passé qui était très heureux. Bien, examinons maintenant les outils langagiers utilisés par l'écrivain. On commence par les champs lexicaux. Nous avons relevé trois champs lexicaux très importants qui sont tout d'abord la souffrance. Alors, ici, le narrateur insiste sur sa souffrance. Nous avons plusieurs mots qui appartiennent à ce champ lexical, par exemple, seul, glacé, courbé, horrible, sanglante, implacable, infernal, misérable, me secouant, m'obsède, pensée fatale, etc. Deuxième champ lexical, c'est la prison. Nous avons par exemple captif, fer, cachot, prison, cellule, soldat de garde, la grille. Troisième champ lexical, c'est le temps. Nous avons par exemple 5 semaines, autrefois, des années, jours, heures, minutes, la nuit, maintenant, le temps. Bien sûr, le temps, c'est un élément très important dans le texte, parce que le condamné, déjà le titre de l'œuvre, c'est le dernier jour. Il y a une indication temporelle. Donc le temps pour lui, c'est une notion très importante pour le narrateur, parce qu'il vit les derniers moments de sa vie. Passons au deuxième outil langagier, c'est les figures de style. Alors les figures de style sont bien nombreuses dans le texte. Victor Hugo en a utilisé plusieurs. Nous avons par exemple la comparaison, comme un spectre de plomb, comme un refrain horrible. Il y a aussi la métaphore, quand il dit brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. Nous avons aussi la personnification, me secouant de ses deux mains, il parle de l'idée de la mort. Énumération des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées. Nous avons aussi la gradation, quand il dit par exemple, je n'ai qu'une seule pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Et l'hyperbole aussi, nous avons par exemple glacé de sa présence. Comme troisième outil langagier, c'est la répétition. Cette technique employée par Victor Hugo, l'expression condamné à mort, elle est répétée à 3 reprises, au début, au milieu et à la fin du texte, pour bien sûr pour mettre l'accent sur la situation du condamné. Il est obsédé par l'idée de la mort et bien sûr, comme conséquence, c'est la souffrance physique et morale. Alors ici, nous avons quelques éléments à recopier dans le cahier. On commence par la situation du passage. Le texte constitue le chapitre premier du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. L'auteur y introduit les 3 éléments essentiels de l'histoire, le personnage, le lieu et le temps. Comme premier axe, nous allons écrire l'énonciation. Qui parle dans le texte? C'est le condamné. À qui? À lui-même.
Où se trouve-t-il? Dans un cachot à Bicêtre. Depuis combien de temps? Depuis 5 semaines. Pourquoi se trouve-t-il dans cet endroit? Car il est condamné à mort. Dans cette œuvre, le narrateur égale le personnage, mais il n'égale pas l'auteur. C'est tout à fait différent de l'auteur. Il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, c'est un roman à thèse qui vise à convaincre le lecteur d'une idée majeure qui est l'abolition de la peine de mort. Deuxième axe, le présent et le passé. Le texte présente deux parties différentes de la vie du narrateur qui se caractérisent par des aspects diamétralement opposés à cause d'un événement triste qui est sa condamnation à mort. Dans le passé, le condamné était libre, il pouvait penser à ce qu'il voulait. Son esprit était jeune et riche, et dans son imagination s'était toujours faite. À présent, il est captif. Il se trouve dans un cachot à la prison de Bicêtre, où il n'a plus qu'une seule pensée, condamné à mort. Cette pensée l'obsède et chasse toutes les autres idées qu'il essaye de retrouver. Comme synthèse, nous allons mettre: le texte étudié constitue l'incipit de l'œuvre. Il assure sa fonction informative à travers les informations qu'il présente sur le condamné à mort, se trouvant dans un cachot, en établissant une comparaison entre son passé heureux et son présent plein de souffrances physiques et morales. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.